Mesdames et messieurs, bonjour. Téléhandicap vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale. Notre invité aujourd'hui est le symbole réel de la résilience et de l'image vivante de la détermination. Il a dû surmonter beaucoup d'épreuves depuis où il a commencé à vivre cette vie intense dans son sport. Aujourd'hui, grâce à cette volonté de faire, il récolte les honneurs partout où il passe, et ce grâce à une implication très différente dans son domaine. Il vole avec son poids d'homme le plus fort, toujours avec un sourire contagieux qui ne trahit pas et une implication humanitaire inégalée. C'est avec un grand plaisir que Téléhandicap accueille dans cette émission spéciale nul autre que le Joannais Hugo Girard, une fierté des gens de chez nous. Monsieur Girard, bienvenue chez vous. Bon matin, Comment allez-vous? ça va super bien. Écoutez, c'est un grand honneur pour moi de vous inviter et de partager ce moment incroyable de ce que j'avais toujours entendu sur vous à l'extérieur. Mais maintenant, on va aller dans le corps du sujet avec vous en tête à travers le truchement du téléhandicap. Je sais que vous êtes né, d'après ce que j'ai lu sur vous, vous êtes natif de Portneuf-sur-Mer, sur la côte nord du Québec, et citoyen aujourd'hui dans la belle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous aviez commencé à s'entraîner à partir de l'âge de 5 ans pour devenir l'homme le plus fort du monde. Je ne suis pas en mesure de remplir l'eau de la rivière Richelieu dans une bouteille, et c'est pour cela que je ne serai jamais capable de décrire votre carrière impressionnante en une demi-heure de temps. C'est pour cela que j'aurai besoin de vous. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous mettre la table et nous parler de cette carrière exemple, pleine de fierté et du courage pour nos téléspectateurs? Je vous écoute. Écoutez, moi, effectivement, j'ai eu mes premiers haltères à l'âge de 5 ans, mais j'ai vraiment commencé à m'entraîner dans le sens de ce qui est l'entraînement tel que je le connais maintenant à partir de l'âge de 12 ans. Puis là, étant donné que je viens d'un petit village, on n'avait pas de gym, on n'avait pas accès à des magasins spécialisés qui nous permettaient de pouvoir justement acquérir l'équipement. Donc, j'ai dû, au labeur de mon courage et je dirais de ma volonté, ramasser de l'argent en travaillant dans une salle de quilles qui n'avait pas de planteur automatique. J'ai harcelé mes parents qui participent avec moi pour pouvoir acheter de l'équipement que j'ai commandé chez Sears. J'ai monté ça dans ma chambre et c'est comme ça que ça a vraiment pris forme à l'âge de 12 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai construit mon propre gymnase en achetant de l'acier dans un garage de soudure que j'ai coupé à la scie à main. Puis Ah, ensuite, que je ramenais là-bas pour aller faire souder ensemble. Je me suis construit des appareils tels que je voyais dans les revues. On s'entend que c'était adapté en fonction de ce que je pouvais trouver. Puis tout ce que j'avais accès, j'ai fait une machine à poulies avec des poulies de skidoo. Tout ça pour dire en résumé qu'au final, ça n'a pas été un chemin qui a été facile, c'est un chemin qui a été ardu. Mais la volonté de vouloir réussir quelque chose et ne pas être un bûcheron ni un pêcheur a fait en sorte que ça m'a donné la motivation nécessaire de pouvoir toujours trouver les moyens pour continuer d'avancer vers mon objectif. Par la suite, mais ça a été un long périple. Je suis devenu policier de carrière parce que de soulever des pierres, ça ne paie pas les comptes à la fin du mois. Donc, j'avais quand même un côté réaliste où ce que je comprenais qu'une carrière sportive dans un sport aussi atypique que celui des hommes forts était probablement une aventure qui n'amènerait pas justement à avoir du succès, mais au-delà de mes attentes, ça a fini par fonctionner. Et je crois que ça a fonctionné parce que, comme je l'ai dit tout le temps, c'est pas la grosseur de la pierre qu'on soulève qui impressionne les gens,
c'est les raisons pour lesquelles on la soulève, cette pierre-là. Et lorsqu'on réussit à faire passer ce message-là, on réussit à toucher les gens, les faire réaliser que euh, mon défi symbolise le défi que d'autres personnes se lancent à travers d'autres types de challenges. Et c'est ce qui nous Exact. amène à nous dépasser. Puis pour moi, ça a été non seulement quelque chose de révélateur, je vous dirais que ça a été la prise de conscience qu'au final, les limites, c'était celle-là qu'elle allait m'imposer. Exact. Dites-moi, c'est très bien détaillé, ce début de notre émission, mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On sait très bien que votre carrière a toujours été un dépassement permanent entre l'athlétisme professionnel, je dirais, et à l'échelle même internationale, et cette belle réussite entrepreneuriale en affaires. Vous avez mélangé l'utile à l'agréable. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre engagement humanitaire à travers les deux spécificités et plus spécifiquement envers les personnes handicapées et les personnes vulnérables de notre société, parce qu'il y en a beaucoup et je sais que vous êtes très bien impliqués. On vous écoute. Mais écoutez, moi, je suis policier de formation. J'ai travaillé comme policier pour la ville de Gatineau. Donc, l'engagement caricatif a commencé très tôt dès le début de ma carrière. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait quand même un certain mouvement, un mouvement de foule de la population qui se sont mis à m'adopter. À adopter, je vous dirais, je représentais, je crois, la version de quelqu'un ordinaire qui faisait des choses extraordinaires et qui emmenait les gens à avoir de l'espoir. Et cet Hum, espoir-là, on le retrouve beaucoup chez les gens qui sont malades, les hum, gens qui ont des handicaps. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai toujours eu une belle relation avec les gens qui vivaient des challenges qui étaient beaucoup plus difficiles que les miens. Je me souviens du petit Bruno à Gatineau, que pour lui, j'étais son idole. Puis au contact de Bruno, qui n'a pas eu un, ni deux, ni trois cancers, il y en a eu cinq. Et le cinquième, c'était celui qui n'a pas été capable de remporter la bataille. Mais hum, Bruno est passé de quelqu'un qui avait une grande admiration pour moi, et les rôles se sont inversés parce que c'est devenu moi qui avais une grande admiration pour Bruno. Parce que Bruno, à travers son cheminement, j'ai appris l'humilité, j'ai appris c'était quoi les vraies valeurs qui étaient importantes. Puis, au final, lui, il n'avait pas la même chance que moi j'avais. C'est que moi, chaque compétition que je perdais, j'avais la chance de me reprendre le week-end qui suivait. Bruno, son challenge, c'était un challenge qu'il ne pouvait pas perdre. Donc, à travers tout ça, moi, dans ma famille, on a beaucoup de dystrophie musculaire. J'ai des cousins qui en sont décédés, j'ai un oncle, j'ai des tantes. Donc, ça a toujours été quelque chose qui, je vous dirais, que je me posais des questions. Si je ne pouvais pas avoir le gène et le transmettre, mettons, à mon enfant, ou moi-même ne pas le développer sur le tard. ouais. Fait que, ça a été. Puis à un moment donné, je suis le genre de personne que finalement, je ne me casse pas trop la tête avec les choses que je peux contrôler. On traverse le pont lorsqu'on est rendu à la rivière. Mais ça m'a donné une motivation, je dirais, supplémentaire. Parce que ce que la vie a fait en sorte de couper court je vous dirais, au potentiel de mes cousins, dont j'étais plus près, de pouvoir réaliser leur propre potentiel dans leur vie, mais je me devais de pouvoir le faire à travers mon propre cheminement. Puis je me suis rendu compte que finalement, mes cousins ont été très tôt mes premiers supporters. Puis à travers mon cheminement, tous ces-là qui vivaient, je vous dirais, les contre-coups que la vie nous amène ou leur amène, qui ne sont pas faciles, étaient souvent ceux qui m'admiraient le plus et qui me supportaient le plus. Et moi, je trouvais ça important de pouvoir m'impliquer et de redonner. Donc, j'ai commencé à m'investir dans diverses organisations dans l'Outaouais. À l'époque, j'étais policier là-bas. Maintenant, je le fais sur une base qui est beaucoup plus provinciale. Donc, je participe à beaucoup d'événements, dont le défi sportif. Je participe à des levées de fonds. J'en ai sur la Côte-Nord, deux cet été.
Donc, je trouve que c'est une façon de redonner. Redonner parce que la vie était bonne pour moi, elle m'a donné la santé. Mm. Et lorsqu'on a la santé, on peut tout faire. Puis je pense que c'est en côtoyant des gens qui vivent ces contre-coups de la vie qu'on réalise que finalement, on est souvent plus riche que l'on pense. Parce que la vraie richesse, c'est pas une question de compte en banque, c'est une question de santé. Parce que malheureusement, la santé, lorsqu'on ne l'a pas, il n'y a plus rien qui va. Exactement ça. Vous avez parlé d'un sujet très important avec le début de votre carrière à Gatineau. On a fait la même chose. Si vous savez, l'association a été pionnière au niveau des concerts. On a organisé beaucoup de concerts. Même une fois, on a utilisé un avion pour aller jusqu'à Paris, jusqu'à Lyon. On a donné un concert à l'UNESCO. Et c'était dit Yves Duteil de là-bas devant les sommités du monde. D'ailleurs, le président d'honneur, c'était le grand patron du monde de l'UNESCO. Et on a réussi ça convenablement. Mais ce qu'on a fait avant, on a organisé des concerts pour retourner à la vie, à votre expérience en tant que policier à Gatineau. Ce qu'on a fait, j'ai demandé dans le temps à l'ancien directeur de la police de Montréal et celui de Laval, je m'excuse, d'être le président d'honneur de nos concerts à Montréal et à Laval pour envoyer un message aux policiers quand vous regardez une personne, disons, qui a l'appareil cérébral, qui marche, entre guillemets, d'une façon croche sur la rue, sur le trottoir, approchez-vous. Cette personne n'a pas pris un verre. Il a besoin de vous parce que c'est sa situation physique. Ça a été des leçons et ça a été, on est allé trop loin dans cette situation pour les besoins de nos personnes vivant avec l'appareil cérébral. C'était pour l'appareil cérébral. Maintenant, je veux aller plus loin encore dans nos sujets. Si on parle de votre situation et de votre engagement, c'est que Téléhandicap, parce que j'ai vu que vous avez fait énormément des choses, Téléhandicap cherche depuis longtemps à promouvoir cette réciprocité créative entre les personnes handicapées et les personnes valides. Aujourd'hui, suite à une petite révision de votre histoire, cette formule, nous l'avons trouvée à travers le sport et les éléments nutritifs. Et quand on dit sport, on dit santé. C'est que ce qui confirme votre pensée en disant, au-delà de l'excellence, il y a le dépassement. Et ça, c'est vrai, on peut dire aussi, au-delà du dépassement, il y a l'excellence. Qu'avez-vous fait, Monsieur Girard, pour cultiver cette idée magique Hugo Nutrition et offrir les meilleurs suppléments nutritifs pour permettre à des personnes handicapées ou valides de maintenir une bonne forme physique et une santé au quotidien? On vous écoute. Ouais, écoutez, on s'est impliqué beaucoup avec le défi sportif Altergo, où on a rendu nos produits disponibles lors du défi pour pouvoir permettre aux bénévoles et aux gens qui y participent de pouvoir avoir accès à une collation santé, une alternative santé. Je dirais que mon implication au niveau de la nutrition sportive date de 2003, où j'ai participé à la création d'une gamme de suppléments alimentaires québécoises. J'ai vendu mes parts de cette compagnie-là en 2014 et j'ai par la suite parti Hugo Girard Nutrition. L'objectif derrière ça, c'était toujours le même, c'était d'avoir accès à des produits santé, des produits qui sont de bonne qualité, de première qualité. Malheureusement, c'est une industrie qui est très lucrative, mais en même temps qui est très compétitive et qui est malheureusement souvent mal suivi. Il y a beaucoup de mauvaises pratiques au niveau de certains fabricants, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas toujours accès à des produits de première qualité. On s'entend, ça reste quand même des produits qui sont naturels, ce pas des produits qui sont dangereux, mais je reviens à l'exemple que je dis toujours, c'est que si j'achète pour 1 dollar de quelque chose, je m'attends à avoir pour 1 dollar de ce que j'ai dépensé. Ah, Donc, pour moi, je vous dirais la qualité première, c'est de travailler à avoir un produit qui reflétait le même sens du dépassement et d'accomplissement que j'essaie d'avoir dans tout ce que je fais.
Donc, avoir un produit de qualité que moi-même, je peux consommer en sachant que je vais avoir exactement tout ce que j'ai besoin au niveau des éléments nutritifs. Parce qu'on comprend que la nutrition, la supplémentation, c'est un complément, c'est un supplément. Ouais, On vient ici complémenter ce qu'on mange parce que, à prime abord, la nutrition, c'est la partie la plus importante. Et lorsqu'on parle santé, la nutrition devrait venir le premier élément en haut de la file. Et ouais, malheureusement, c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi de bien s'alimenter. ouais, La plupart des gens ne savent pas non plus comment bien lire un tableau nutritionnel, comment évoluer. Je pense qu'il y a il y a beaucoup d'améliorations. Les gens sont de plus en plus éveillés sur on est ce que l'on mange. On voit qu'il y a un tournant vers ça, puis c'est une excellente chose. Je vais aussi loin que mes propres poules pour produire mes propres œufs, pour avoir des œufs bio. Fait que je trouve ça bien, puis je pense que à travers mon implication au niveau des différents événements caritatifs auxquels je participe, mais ça fait partie de ça, ce que moi je promouvois. Je promouvois la santé, des saines habitudes de vie, une bonne alimentation, puis l'entraînement. L'entraînement, mais c'est pas seulement que l'entraînement aux haltères, c'est d'être actif physiquement. C'est ce qui me fascine de par mon implication avec le défi sportif, c'est de voir des athlètes, des jeunes, des moins jeunes, participer dans des événements sportifs qui sont adaptés en fonction de leur handicap et qui continuent de se dépasser. Tu sais, vous avez mentionné le fait des gens qui ont un handicap avec ceux qui n'en ont pas. Je m'amuse à dire, on les regarde comme si on avait quelque chose de plus qu'eux autres. Mais pour plusieurs de ces personnes-là, leur condition, c'est une condition qui leur est normale. Ils ont ouais. toujours vécu comme ça. Donc, on comprend que c'est en se comparant qu'on a l'impression qu'on a quelque chose de plus qu'ils ont. Moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Moi, je pense que ces gens-là sont des individus à part entière, normales à part entière. C'est juste qu'ils ont certaines limitations qui sont différentes, mais à chacun d'eux, quand je les regarde aller, je trouve des choses qui viennent me fasciner de voir comment ils réussissent à développer des talents, des habilités que même nous, qu'on n'a pas d'handicap, on n'est pas capable de faire. Donc, c'est drôle de voir comme un être humain a une capacité d'adaptation et une résilience hors du commun. Et ça, ben, c'est drôle parce que autant je crois qu'il y a une source d'inspiration qui vient me chercher, de me côtoyer, autant que pour moi, de fréquenter ces gens-là me permet de m'inspirer, puis ça me donne beaucoup de motivation. Puis ça me donne surtout la motivation de continuer à essayer de faire une différence, puis surtout essayer de faire ma part. Parce que je pense que c'est une chose, lorsqu'on vit en communauté, on est un ensemble d'un groupe d'individus et non l'inverse. C'est pas le groupe qui fonctionne pour une poignée d'individus. Donc, moi, je crois beaucoup à cette coopération-là entre les individus. Et ceux qui en ont plus, mais qu'on partage avec les moins et qu'on les aide. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit en société. Excellent, excellent. Écoutez, moi je crois beaucoup à ces produits nutritifs, ces suppléments, parce que nous sommes envahis par mille et une particules différentes là, qu'on ne sait plus d'où ça vient. Mais il faut retourner à la terre, là, il faut retourner à la réalité pour protéger les années et les années d'une vie durant la vie durant, pour conserver un vieillissement en santé. Parce que ce qu'on ramasse la vie durant, on va recevoir le résultat de tout cela en vieillissant. Moi, j'y tiens beaucoup. Votre formule m'a plu énormément. J'ai lu un petit peu, mais je ne la connaissais pas du tout. Mais moi, je crois, et même maintenant, j'utilise ces produits supplémentaires, nutritifs, pour aller de l'avant, et ça me donne des résultats. Ça me donne des résultats. Vous savez, je dis ça de bonne foi, durant la Covid, j'ai eu l'occasion et le privilège en une année, de marcher 2 millions de pas. Et je pense, je me suis préparé, même, j'ai jamais voulu prendre aucune substance, quoi que ce soit dans ma vie universitaire. Rien, rien, rien. Donc, tu les ramasses aujourd'hui. C'est de cette manière que ça fonctionne. On va aller dans un autre sujet.
avec nos jeunesses, avec le sport aussi, avec nos personnes handicapées. Vous savez, j'ai eu le privilège de vous rencontrer dernièrement à l'occasion de la remise des médailles du défi sportif Altergo pour le boccia, qui est le sport spécialement conçu pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Et entre-temps, je profite de l'occasion pour saluer Altergo de cette performance et cet engagement envers les personnes handicapées. Je suis au courant de votre engagement humanitaire et surtout de votre sensibilité envers les personnes vulnérables. Hugo Girard serait prêt à encourager les personnes handicapées à pratiquer le sport dans une formule adaptée. Parce qu'aux autres, avec le confinement, c'est lourd, mais il y a des personnes qui sont capables d'agir physiquement pour atteindre, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les contacts. Pensez-vous avoir les moyens pour ouvrir des portes pour ces personnes handicapées? Écoutez, je pense que c'est un travail de longue haleine. On a beaucoup Oui, plus d'ouverture. On le vit là, présentement, on le voit. Je crois que les personnes handicapées ont de plus en plus de place dans notre société. On leur fait plus de place parce qu'on les fait sentir moins handicapés, justement. Je pense que les accès aux personnes qui sont limitées sont de plus en plus accessibles partout. Les choses sont pensées en conséquence. L'ouverture des gens au niveau, euh, au niveau de l'acceptabilité des gens handicapés, on se sent moins dérangé que c'était quand j'étais jeune. J'ai vu une différence. À savoir, est-ce que je peux aider? Je pense que je suis en mesure d'aider à ma manière. J'essaie de le faire du plus possible en épaulant des organisations, en épaulant des mouvements pour faire en sorte de favoriser justement leur confort et l'accessibilité à tout ce oui, qu'on peut offrir comme société. Mais exact. encore une fois, je ne pense pas que c'est l'affaire d'un individu. Je crois vraiment que c'est une affaire où ce qu'on doit agir en tant que société. Et Mhm. c'est à travers des initiatives, comme vous le faites, comme plusieurs organismes le font, de sensibiliser la population. Je dirais, moi, un de mes rêves, ce serait de faire en sorte qu'on emmène les étudiants des écoles à aller au défi sportif Altergo pour aller voir les compétitions. Pour voir que finalement, souvent, ceux qu'on a tendance à ne pas voir et qu'on côtoie tout le temps, qu'eux aussi sont capables de dépassement puis de grandes réalisations. Puis je trouve que c'est la meilleure façon, ça serait sûrement une des meilleures façons de pouvoir faire en sorte d'unir euh, toute la communauté autour de qu'est-ce que c'est un être humain, finalement. Puis il faut OK. comprendre qu'on est tous différents. Puis moi, mais c'est une des choses, ça fait plusieurs années que j'en parle, c'est une des choses que j'aimerais, c'est qu'on emmène les étudiants voir les compétitions. Des fois, ça me fait de la peine de voir les gradins qui sont vides, à part les parents et les proches qui vont voir leurs proches compétitionner. Je trouverais ça là, fascinant de pouvoir voir ces gradins-là remplis d'étudiants qui viennent encourager des athlètes et des sportifs à se dépasser. Je pense que le sport est un excellent véhicule pour unir les gens. Excellent, excellent. Regardez, vous avez dit un mot. Je veux rester dans le même sujet un petit peu pour aller chercher le maximum parce que nous pensons beaucoup à des projets phares d'un développement permanent pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale et surtout tout handicap parce que téléhandicap, c'est pour tout handicap confondu au Québec. C'est pas seulement pour la paralysie cérébrale. Est-ce que, Monsieur Girard, vous le savez que vous faites partie ce qu'on appelle de ce courant lumière de nos jours, qui relève de ce mouvement d'une pensée endurance, résilience, dépassement, dans le but de sortir les personnes en général de l'obscurantisme. Ça, c'est très, très important parce que le confinement, c'est un malheur pour les personnes handicapées. Je suis au courant que de votre engagement humanitaire et surtout de cette sensibilité pour protéger les droits et la dignité des personnes vivant avec un handicap. Le sujet qui tue, pensez-vous
que les centres sportifs au Québec devraient s'ajuster pour accueillir des personnes handicapées dans une zone adaptée? Définitivement, je crois que je vous écoutais en train de le mentionner, puis c'est exactement ça que moi je voyais au niveau de ma réponse. Je pense qu'on doit avoir des zones qui sont faites en fonction de pouvoir les recevoir et qui sont adaptées pour ces gens-là. Je peux comprendre que c'est difficile et c'est quand même limité de faire en sorte que les mêmes installations soient utilisées par tous les utilisateurs. Mais je crois fermement qu'eux aussi ont droit à une zone, un espace et de l'équipement adapté où ils peuvent aller justement pratiquer leur sport et se mettre en forme et faire en sorte de pouvoir eux aussi faire attention à leur santé. Vous Voilà, l'avez mentionné parce que le confinement, euh, c'est très néfaste. voilà. C'est quelque chose on le voit pas venir. On sent pas ces effets, là, je cherche le mot, là, où ce que c'est très. Euh, c'est quoi? On le voit pas venir. Tranquillement, pas vite, ça s'installe. On s'isole. On s'immobilise. On Hmm, ne bouge plus. hmm. On ne fait plus rien. On perd le goût de faire des activités. On perd le goût de se stimuler mentalement, physiquement. Donc, en rendant justement le plus d'espace possible et en ayant des endroits où ils vont pouvoir aller, utiliser, adapter leurs besoins, on va faciliter justement de rendre de plus difficile l'isolement. Donc, on n'a plus d'excuses. C'est un peu de Ouais. même que je vois ça. Mais exactement ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, on va rester un petit peu avec ce sujet-là qui est très, très, très sensible parce qu'on travaille énormément de nos jours pour ce qu'on appelle la diversité de l'inclusion ou vice-versa, ou l'inclusion dans une diversité inclusive. C'est que, euh, vous savez, on porte atteinte à la dignité des personnes handicapées lorsqu'on marginalise, lorsqu'on stigmatise ou même dévalorise les personnes handicapées. Et ça, c'est malheureux. Et on sait que ça existe encore au Québec. On est au courant de plusieurs sondages qui confirment cette réalité. Avez-vous un message, Monsieur Girard, inspirant et encourageant à adresser au gouvernement chez nous pour faire progresser les mesures de sensibilisation au niveau de la population envers les personnes handicapées qui n'ont rien ou presque pour l'équilibre de l'humanité? Que peut-on faire pour avancer rapidement et donner à ces 1,4 million personnes au Québec vivant avec un handicap, dont 24 000 paralysies cérébrales, et si on ajoute les aidants naturels, les parents, les frères, les sœurs, on est rendu à 4 millions. La moitié du Québec est intégrée directement ou indirectement à une personne handicapée. Je vous écoute. Mais c'est bien ce que vous venez de mentionner là, parce que c'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un handicap, on ne vient pas toujours au monde avec. Il y a certaines maladies qui se développent, qui nous amènent à devenir handicapés. Ensuite, des incidents, des accidents vont faire de certaines personnes des handicapés. Mm. Donc, on n'est jamais à l'abri de ce que la vie peut nous emmener. Puis malheureusement, lorsqu'on n'est pas touché, je ne dirais pas ce qu'il y a à dire que j'ai eu la chance, mais je crois que d'avoir eu de la famille qui ont vécu la paralysie cérébrale. Ah, C'est une dystrophie, excuse, dystrophie musculaire. La ah, dystrophie musculaire, moi, ça a fait en sorte de me sensibiliser très tôt. Parce que j'ai vu mon cousin, mes deux cousins, mais dont un qui était très proche, euh, changer à partir de l'adolescence, comment la maladie, tranquillement, pas vite, s'est mis à le diminuer. Pas au ouais, niveau cérébral, elle s'est mise à le diminuer au niveau physique. Passer de quelqu'un d'actif à quelqu'un de moins actif jusqu'à devenir presque sédentaire. Mais ce même cousin-là a été une source d'inspiration pour moi parce que malgré tout ce que la vie lui amenait, tout ce que la maladie lui amenait, il a toujours eu l'attitude d'un gagnant.
l'attitude d'un guerrier, l'attitude de quelqu'un qui ne se laisse pas abattre et l'attitude de quelqu'un qui veut toujours repousser ses limites. Et c'est ça qu'on a besoin en société. Ouais. Vous savez, des fois, on a des gens, c'est plate ce que je vais dire, mais on a des gens qui n'ont pas d'handicap, mais c'est justement ça leur handicap. C'est qu'ils ne réalisent pas à quel point ils sont chanceux et comment qu'on doit prendre cette, ce bonheur que la vie nous a donné, nous donner la santé pour pouvoir faire une différence, puis de notre côté, d'aider les autres à pouvoir continuer à avancer. Parce que c'est un peu ça, hein? On avance à la vitesse de celui qui avance le moins vite. Puis en société, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, si ensemble, on réussit à changer les choses, la perception, à rendre plus d'accessibilité, à donner plus de support, ben c'est toute la société qui se met à avancer et non un groupe de celle-ci. Exactement ça. Écoutez, en terminant, Monsieur Girard, j'aimerais bien vous dire que votre passage sur cette terre laissera inévitablement de ses traces, d'un modèle avec une détermination inégalée et d'un exemple à suivre pour toutes les générations. Je vous remercie pour votre présence. Merci Et beaucoup. Téléhandicap profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne chance à la relève pour les prochaines décennies et à vous de continuer la diffusion de cette lumière qui ne s'éteindra jamais. Merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis ce n'est qu'un au revoir pour de meilleurs lendemains et merci beaucoup.